je suis très ravi, très content d'introduire notre prochain speaker. Je fais le clic. C'est avec un grand plaisir que j'invite M. Alexandru en scène. Ouais, super. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lata, je suis directeur d'innovation chez Cloud Temple et on va passer 15 minutes à discuter, à faire un Rex de comment créer des produits cloud qualifiables au Signum Cloud. En quelques mots, Cloud Temple, c'est un cloud provider. Le cloud, il est quand même dans le nom. Cloud provider français, on est sur 30 000 serveurs, en quelques chiffres, 30 000 serveurs, 100 pétas de stockage, 3 zones de disponibilité autour de Paris. 500 Tera de mémoire. C'est une société qui a été créée en 2017 et je pense qu'on va clôturer cette année à plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qu'on fait. Cloud français, cloud souverain, cloud qualifié. On fait partie de petits cercles des clouds qualifiés Signum Cloud. Je vais toucher un mot de qu'est-ce que c'est tout à l'heure. On est sur une offre IaaS, on est 4 actuellement en France. Et alors, niveau produit, vous allez trouver ce qu'on trouve d'habitude chez un cloud provider. C'est, quand on dit cloud, on dit souvent un compute storage et du network, mais pas que. Du coup, vous allez trouver toute la partie serveur, stockage objet, stockage bloc, vraiment les classiques. Sous les couches supérieures, on va essayer de monter sur les incontournables dans l'entreprise. Du coup, il y a une marketplace qui vous permet de manière automatique déployer des applications, encore une fois, qu'on a l'habitude de trouver dans les entreprises. Sur la posture de Cloud Temple, en gros, on se donne comme mission, c'est assez simple en fait, c'est de démocratiser le cloud au sein des secteurs et des organisations sensibles, des organisations qui n'ont peut-être pas eu l'occasion jusqu'ici d'accéder et de consommer du cloud. Vous allez trouver chez nous des clients comme Banque de France, comme Naval Group, comme Corsair. Si je dois chercher un peu le leitmotiv, derrière tous ces clients-là, ce qu'on va retrouver, c'est des clients qui cherchent à la fois la performance et la sécurité, c'est les deux. On ne fait pas du tout du B2C, c'est vraiment que du B2B. Des gens qui cherchent la sécurité, qui cherchent la performance. Et derrière une partie prise chez Cloud Temple, on a une seule offre, on n'en a pas plusieurs clouds, ce qui m'arrange moi d'un point de vue, on va dire, opérationnel. On a un seul cloud à gérer, on n'en a pas plusieurs offres. Et ce cloud, on l'a mis au plus haut niveau d'exigence d'un point de vue sécurité, avec le fameux Signum Cloud. Alors, qu'est-ce que c'est Signum Cloud? C'est une qualification, c'est un référentiel qui a été mis en place par l'ANSSI, Agence nationale des sécurités systèmes d'information, qui est à destination des prestataires cloud, des fournisseurs cloud, avec une portée sur plusieurs niveaux. Du coup, on peut avoir des qualifications sur le IaaS, sur le PaaS, sur le SaaS, et récemment, avec la 3.2, on est aussi sur du CaaS. Niveau structure, on est inspiré sur la ISO 27001. Il y en a... Nous, on a ce qu'on a compté. Il y en a plus de 700 exigences unitaires. Moi, je pense qu'il y en a avec tous les guides des hygiènes et tout. Je pense qu'il y en a plutôt 1000. Mais bon, on est sur 700 exigences. Si on va les regrouper, c'est des exigences classiques sur la crypto, sur la sécurité des assets, sur la continuité d'activité. Si on doit les regrouper, les 3 thématiques que vous allez trouver, c'est le côté technique. On va essayer d'assurer l'étanchéité du système d'information. Le côté opérationnel, on va s'assurer qu'il n'y a que le prestataire cloud, que le fournisseur cloud qui intervient. Il n'y a pas des autres tierces parties de l'extérieur. Et aussi le côté juridique, il n'y a que les lois européennes qui s'appliquent. En gros, comme ça, il n'y a pas d'ingérence avec des lois extra-européennes qui peuvent arriver. Un résumé, si je dois un peu regrouper les exigences stratégiques du Signum Cloud, c'est quoi? C'est les données vont rester et vont être stockées, traitées au sein de l'Union européenne par des gens qui sont dans l'Union européenne. Et le prestataire cloud, il doit avoir dans son actionnariat, il doit être majoritairement européen. C'est un peu ça le résumé du Signum Cloud. Si on veut rentrer un peu dans les détails et voir l'historique de comment on est arrivé là, tout simplement, il y a eu cette fameuse guerre froide, elle existe toujours malheureusement, autour de flux de données personnelles. Ça a commencé dans les années 95 avec la directive EU il s'appelle 9546. Pour être tout à fait transparent, je ne le connais pas trop. Mais je sais qu'en face de cela, les États-Unis, ils ont créé le Safe Harbor qui a été invalidé par la Schrems 1. Après la suite de Safe Harbor, ça a été la Privacy Shield qui a été invalidée par la Schrems 2. Et maintenant, on est sur ce qu'on appelle le Transatlantic Data Privacy Framework qui probablement sera invalidé par le Schrems 3. Du coup, ça fait un ping-pong assez intéressant d'un point de vue légal, on va dire.
Mais n'empêche, le besoin d'avoir un cloud français et souverain, il est là. C'est des discussions qu'on a depuis un moment. Ça a commencé par exemple dans les années 2010-2009 avec Projet Andromède. Pour ceux qui ont connu, il y a une Numergy, CloudWatt qui ont été créés dans ces eaux-là. 2014, avec le plein cloud, il y avait déjà les annonces du Selenium Cloud. Ça, en tout cas, ça a mis les bases de Selenium Cloud qui est sorti en 2016 avec la version 3.0. C'est un référentiel qui est vivant. Du coup, l'ANSI vont prendre du feedback à la fois de la part du prestataire cloud, mais aussi, je pense, des clients finaux. Du coup, c'est quelque chose qui évolue. C'est pour ça que je disais que, par exemple, dans la version initiale et dans la 3.1, il n'y avait pas la notion de CAS, Container as a Service. Et ils en ajoutent au fur et à mesure. Du coup, les deux derniers, bon, la dernière, c'est celle de la 3.2 qui est sortie en 2022. Niveau européen, on a quelque chose de similaire avec EUCS. Ça parle de plus en plus. Vraiment, on va dire, c'est quasiment la même chose que Selenium Cloud. C'est en tout cas fortement inspiré de Selenium Cloud. Et on a aussi, autour de la data, de l'interopérabilité, on a le GaiaX. Bon, là, en tout cas, pour l'intro, normalement, vous avez un peu les mots-clés. Maintenant, vous allez vous poser la question, la même question que nous, on s'est posée chez Cloud Temple il y a quelques années, je crois, à peu près en 2019, 2020, à peu près là. On avait déjà un cloud, on avait une offre IaaS et on voulait aller au-delà, on voulait faire un peu plus. Et on se pose la question, qu'est-ce que c'est de faire un cloud de nos jours? La question, vous pouvez la poser si vous voulez faire un cloud public ou un cloud privé au sein d'une entreprise, c'est plus ou moins la même chose. Déjà, une concurrence accrue. Il y a je l'ai cité, il y a des hyperscalers qui sont déjà bien implantés, avec des offres qui sont complètes, avec des nombreux services, des offres qui sont aussi connues. Et du coup, là, c'est pas évident de se dire, on commence avec un IaaS et en face, on a peut-être 600 services à créer. J'en donne un exemple, je sais qu'à un moment, il y en avait plus que ça. Du coup, déjà, on se pose la question, il y a beaucoup de travail. Deuxième point, c'est tout ce qui est accès à la ressources limitées. Que ce soit le hardware, quand on est petit, il y a déjà une pression financière. Quand on fait du cloud, c'est beaucoup d'investissement. Et quand on n'est pas un hyperscaler, on n'a pas les mêmes moyens de négociation en face quand on achète du hardware. Ça s'est vu récemment sur les GPU. Il y a des gens qui ont fait des belles annonces, ils ont réussi à avoir beaucoup de GPU. Il y en a des autres qui n'ont pas réussi à avoir beaucoup de GPU. C'est pas fair play, mais on va dire c'est comme ça. Aussi, niveau ressources restreintes, il y a aussi le sujet de talent. On est sur des sujets très tech. Du coup, il faut trouver les bons techs qui sont capables. On a toujours cette blague, on cherche toujours du niveau 3. Pourquoi? Parce que pourquoi pas autre chose? On dit, de toute façon, après le niveau 3, la blague du niveau 3, c'est qu'il n'y en a pas de niveau 4. Du coup, il faut toujours les meilleurs du domaine pour mettre en place du cloud. Et ça se voit très vite quand on est mauvais sur le cloud. On ne peut pas se dire, ça ne se verra pas, on a raté quelque chose. Ça se voit souvent dans les quelques secondes la suite quand ça ne va pas. Et une fois qu'on a créé, on va dire, OK, on se lance, on a un IaaS, il y a aussi le sujet du time to market. Vous allez avoir des clients qui vont commencer à consommer ce IaaS, infrastructure as a service, et tout de suite, ils vont vous demander d'autres choses parce qu'ils s'engagent souvent dans des transformations digitales. Ils vont vous demander des cubes as a service, des bases de données managées, et vous allez vous dire, ah, mais en gros, j'en ai besoin 5 ans pour sortir un produit comme ça. Du coup, le challenge de sortir des produits, de continuer cette aventure, il se pose. Et c'est des questions que nous, on s'est posées. Du coup, à peu près en 2019-2020, on s'est dit, on a un cloud, on avait les bases d'un cloud, d'un IaaS. On va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se différencier dans tout ce paysage qui commence déjà à être chargé, qui commence à déjà être complet. Et il y avait déjà pas mal des confrères qui étaient bien présents. Et nous, on a pris le choix de se différencier sur la partie sécurité et sur la partie souveraineté. Du coup, on s'est dit, on va faire un cloud souverain et hautement sécurisé. Je ne dis pas que les autres clouds ne sont pas sécurisés, qu'on soit d'accord. On est un Rex, là, je ne peux pas avoir ce genre de propos, ça ne se fait pas. Mais je dis, nous, on va insister là-dessus. Et on s'est vraiment posé la question, alors qu'est-ce qu'on fait pour ajouter cette extra couche de sécurité? Et on a regardé l'approche traditionnelle. On avait déjà des équipes de feature team, de product team, de impact team, je ne sais plus comment on les appelait à l'époque. On va dire, OK, il y avait la sécurité, mais c'était un peu un mode traditionnel. Qu'est-ce que c'est sécurité, un mode traditionnel? C'est séparation des rôles. Il y avait l'équipe produit, la sécurité d'un côté. Il y avait le droit de veto de l'équipe sécurité. Bon, ça c'est assez connu, vous savez, presque souvent à la fin, c'est les lois de Murphy, à la fin de développement d'un cycle d'un produit, d'une grosse feature, ils arrivaient, ils disaient, ah ben non, ça ne peut pas marcher comme ça, rollback, ça repart, c'est pas très agile, c'est pas du tout livraison continue, ça s'arrête tout, et on repasse à un mode peut-être réflexion, des fois ça repartait vraiment en design. Il y a aussi le fameux point où on voulait avoir des cycles de développement et des déploiements rapides.
On se retrouve dans des situations où, ah bah, il y a audit, c'est la semaine de l'audit, il n'y a plus personne qui délivre, il n'y a plus personne qui touche à la prod, on est audité, il ne faut pas qu'il y ait des comportements bizarres. Du coup, pareil, c'est quelque chose qui est contre l'agilité quasiment, faire ce genre de choses. Et nous, la réponse, en tout cas, quand on se donnait la challenge, on a vu aussi, il y a une histoire aussi de timing. On a eu la chance avec Signum Cloud qui arrivait plus ou moins en même temps, du coup, on s'est lancé là-dedans. Pour vous faire le petit résumé, 2019, on a pris la décision d'aller vers du Signum Cloud. Ça nous a coûté 6 millions d'euros et à peu près 2 ans. 2022, on a eu la qualification pour une bonne cinquantaine de personnes qui ont travaillé sur le sujet. Il y a pas mal de travail. Pour nous, le DevOps, ça a été quasiment évident. C'est comment, voilà, il y a cette fameuse dilemme entre sécurité, conformité et l'agilité. Comment on peut arriver à avoir quelque chose qui tient la route par rapport au délai, au time to market qu'on avait imaginé, avec ces 3 piliers. Hein. Toute la partie sécurité, on va l'intégrer dès le début. On va les mettre Shift Left Security. Du coup, vraiment, la sécurité, c'était avec nous dès du J0, dès qu'on commence à attaquer le produit. Automatiser tout. Bon, déjà, quand on fait du cloud, on automatise. Hein. C'est la base de quasiment la définition du cloud. Il faut que tout soit automatisé. Ce qu'on a fait de plus, c'est qu'on a automatisé toute la partie sécurité, tout ce qui est contrôle et tout. Et aussi le sujet où comment on fait pour que ça ne soit pas vu comme 2 équipes ou 3 équipes, peu importe. Bah là, on va dire, il faut qu'on travaille aussi sur la collaboration pour que l'équipe sécurité, les opérationnels, les gens du produit, les développeurs, bah, ils se voient tous ensemble et ils se discutent. Et il y a aussi une question d'ownership qui s'installe pour se dire que ce n'est pas juste le produit du dev, ce n'est pas le produit des ops. Vraiment, c'est une équipe et tout le monde travaille dans le même sens. Alors, les étapes, les points sur lesquels moi j'insiste, en tout cas que je considère qu'ils nous ont vraiment aidés, pour arriver à délivrer des produits qui sont qualifiables Signum Cloud. Après, la suite, la qualification, c'est un process, hein, c'est assez standard. Mais pour y arriver, et arriver sereinement à ce point-là, et dire, OK, moi je suis prêt à présenter à l'audit un produit, et de manière continue et avec des délais corrects. Premier point, analyse des risques et conception sécurisée. Dès qu'on commence le produit, on va regarder c'est quoi les menaces, on va faire des user stories sécurité. Vraiment, on va regarder qu'est-ce qui peut arriver d'un point de vue sécurisé. Et là, on est dans les phases des designs. On n'est vraiment pas à la fin du process, à la fin du process de développement, du delivery. Deuxième point, aussi sur la partie security by design, dès qu'on commence à regarder les architectures, les modules qu'on va mettre en place, on va regarder qu'est-ce qui est déjà tamponné, homologué par l'ANSI par exemple. Est-ce qu'il y a du hardware, est-ce qu'il y a de l'architecture, est-ce qu'il y a des choses qui ont été déjà vues, faites par des gens et qui sont validées étant d'un point de vue sécurité correct. Deuxième point très très important, je l'ai déjà dit, l'automatisation. Vraiment super important, et quand je dis l'automatisation, c'est l'automatisation, les checks qui peuvent aller dans le code, les checks des vulnérabilités, mais ça peut être aussi le fait de générer des preuves pour l'audit. Ça, c'est de manière aussi automatique. Comme ça, quand tu es à l'audit, on n'a pas besoin de stopper tout, il n'y a pas besoin que tout le monde, comment je vais trouver, comment je vais faire les extracts pour prouver ci, pour prouver ça, tout est automatique. Du coup, il suffit juste que l'auditeur, il arrive, il regarde les preuves, il dit « Ah bah cool ». Et comment vous avez fait, ça se fait automatiquement, on l'a quasiment oublié. Par contre, pour y arriver, il faut bien connaître le référentiel, je vais en toucher un mot tout à l'heure. Un autre sujet qui est très très important sur la sécurité, il y avait déjà les opérationnels avec tous les dashboards dans tous les sens. Des fois c'est open source, des fois c'est les plus open source. En tout cas, on parle des CIEM, on parle des SOC, on parle des dashboards, on parle des alertes, on parle des automates qui rattrapent certains alertes, qu'ils essaient de corriger. C'est quelque chose pareil qu'on a mis en place du J0. Dès qu'on commençait à parler d'un produit, c'était important pour nous de déjà parler de comment on va monitorer d'un point de vue sécurité, et aussi le fameux sujet de maintien en conditions de sécurité. Pas juste opérationnel, les deux vont dans la main dans la main, sécurité et opérationnel. Et après, le gros sujet de comment faire en sorte que les gens sont au niveau, c'est la formation et sensibilisation des équipes. On a eu un peu de chance là-dessus. On est quasiment, en tout cas une bonne partie des gens qui sont chez nous, des anciens d'Intrinsec, qui reste une société très connue dans la sécurité. Du coup, on avait déjà un ADN fort en sécurité. La plupart de mes collègues, c'est des ingénieurs sécurité aussi. Du coup, ça nous aide. Mais n'empêche, il a fallu travailler un peu sur la culture, expliquer pourquoi c'est important la sécurité. Il y a aussi une forme de répétition, il y a des formations, il y a des sensibilisations, tout un tas de choses. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? J'ai pris l'exemple le plus simple que j'ai pu trouver, sur lequel je pouvais communiquer. C'est un module qui expose, je pense, 3 API, pas plus. Un Node.js, TypeScript, juste envoyer le Yarn-lint, j'imagine c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un développeur qui essaie d'émerger une feature
dans le dev, tout simplement. On n'est pas sur des environnements de recettes, on n'est pas des environnements de quality, on en a plusieurs environnements bien isolés. À chaque fois, il n'y a pas de lien. Là, on est vraiment sur j'ai corrigé quelque chose, j'ai ajouté une feature, qu'est-ce que je fais comme check? Il y a le check syntaxique avec YarnLint. On va aussi s'assurer que le développeur il nous a pas ajouté des dépendances, des librairies qui ont des licences sur lesquelles on ne les a pas acceptées. Dans les phases de conception, on va whitelister une série, on va dire ça c'est un produit, il doit rester open source. Vous m'ajoutez pas des librairies qui je sais pas viennent de je sais pas où, en mode on ne sait rien. On va checker toute la partie. Je l'ai entendu ce matin et je suis content qu'on n'est pas les seuls. Le Renovate, le fameux Renovate, pour être sûr que nos dépendances sont à jour. Il y a le Secret Detection pour qu'il n'y ait pas de fuite de secret. Il y a Software Composition Analysis, assez simple, on fait du yarn audit. Il y a l'analyse statique du code avec Sonar. Comme c'est des API, du coup forcément on va essayer de challenger un peu de manière dynamique, en mode black box avec du zap testing. Et chez nous, l'unité, on va dire la portabilité. Quand on délivre quelque chose, c'est des images Docker. Du coup, on va s'assurer qu'il n'y a pas de CVE sur les images Docker. Et ça, vraiment, à ce point-là, on le fait. Et après, encore une fois, il y en a des autres tests, on le fait avec Trivi. Je vois le temps passer, je dois accélérer un peu. Alors, pour la conclusion. Ah, ok, moi j'ai le temps. Excellent. Ouais. Je vais descendre un peu. Alors, le Rex, les conclusions, vraiment, pour cette dilemme de comment aller vite, produire de la valeur chez le client, mais en même temps garder un certain niveau de sécurité, et c'est exigeant, c'est donc là, vraiment, on parle des 1000 exigences. Pour nous, c'est l'automatisation. Et automatiser tout ce qu'on peut. Dès qu'on entend quelque chose qui est fait de manière manuelle, on va se poser la question, alors pourquoi on ne l'automatise pas et comment on pourrait l'automatiser? Comment on est arrivé là? Deuxième sujet, c'est la collaboration. On faisait déjà du binomage au sein de la collaboration, mais souvent c'est du binomage au sein de l'équipe développeur. Les développeurs se mettaient ensemble, c'est quelque chose, une pratique qu'on fait. Je le faisais moi en début de carrière. C'est comme ça d'ailleurs j'ai appris à coder, je pense. Et bien coder, je fais la différence. Et on s'est rendu compte qu'on peut faire aussi de binomage avec des gens de la sécurité, des experts qui nous apprennent des choses. Et ça, c'est quelque chose vraiment moi, en tout cas, ça m'a surpris. On a vu aussi les limites du modèle au sens, il y avait une équipe sécurité, ils ne sont pas nombreux. C'est pareil, c'est une des fonctions qui n'est pas évident à trouver sur le marché de travail. Des experts en sécurité, en cyber, c'est pas le truc le plus évident. Du coup, on a nommé des security champions au sein de chaque équipe, quasiment, il y en a un ou deux. C'est à base des volontariats. En gros, c'est des passionnés de la sécurité. C'est des gens qui vont rester en contact avec l'équipe sécurité, qui vont discuter. C'est ce qui nous permet de scaler. Comme ça, dans chaque équipe, il y en a au moins un ou deux de security champions. Et vraiment, eux, ils sont en contact, ils s'intéressent, ils se discutent. Et bon, évidemment, on est sur DevSecOps, du coup, on va essayer d'impliquer vraiment toutes les parties. On met tout le monde autour de la table pour discuter au moment où on se lance dans un défi. Sur la formation, il y en a plein de formations. On en a fait une spécialement pour les développeurs, ça s'appelle le développement sécurisé. On en parle des pratiques DevSecOps. Il y a le fameux référentiel SecNumCloud. Il y en a assez de 5 exigences. Quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est le fait d'avoir des gens, souvent des security champions, qu'ils ont pris par profil. On va dire, toi, tu es opérationnel, tu es SRE. Ils ont extrait les exigences qui les concernent, ils ont essayé de les démystifier un tout petit peu, de vulgariser, expliquer. Bon, voilà. Parce que souvent, hein, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas le même langage que nous. Un développeur, il dit OK, bah, j'ai protégé mes entrées. Ce n'est pas que ça. Il faut avoir des preuves, il faut faire tout un tas de choses, tout un tas de gestes. Et du coup, voilà, c'est les security champions qu'ils ont. À force d'en faire du SecNumCloud, ils ont imprégné un peu les règles et les exigences. Ils sont capables un peu de les traduire au sein des équipes. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide. Alors, d'un point de vue KPI, on a un IAS qualifié depuis 2022. On est le seul PAS qualifié en France. On est passé, première fois, on a mis quasiment 3 ans. Pour pas, le deuxième, 18 mois. Le PAS, on a mis 18 mois à le qualifier. Là, les 3 prochains produits, on a mis quasiment 8 mois à les délivrer. Ce sont des produits qualifiables. Du coup, Q1 2025, on va les soumettre à la qualification. On parle d'une offre IaaS Bare Metal cette fois-ci, un HSM KMS. Et il y en avait quelque chose de plus qui m'échappe. Il y en a un troisième, peut-être un vénère. Mais voilà, ça vous donne une idée. À force d'automatiser, on voit aussi que, et ça fait plaisir, on voit le temps de déploiement et le temps de delivery qui baisse. Évidemment, on a une ambition. Aujourd'hui, la roadmap, c'est 30 produits. On n'arrivera probablement pas à 500. Mais les 30, nous, on considère qu'on arrive à couvrir quasiment un SI dans toute sa beauté, avec du legacy, mais aussi avec tout ce qui est du nouveau, du cloud native. Et on a aussi une ambition avec toute la partie EUCS d'aller vers l'Europe, ou trouver l'équivalent du SecNumCloud au niveau européen, peut-être aller avec des data centers, des availability zones en dehors de la France. Et je vous remercie. Bon, allez, très bien. Il y a des questions? Il y a des questions.
comme c'était hyper rapide, hein, 15 minutes. Ah, J'ai désolé. l'impression qu'en fait, il y a un autre talk là, avec beaucoup plus de longueur, avec beaucoup plus d'informations, si vous avez le droit d'en dire. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Bon, on a quand même quelques questions. Question numéro 1. De loin, le plus upvoté parmi toutes les questions sur la liste actuelle. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le chauffage dans la salle, s'il vous plaît? Excellent. Ouais, Je pourrais pas vous répondre ni oui ni non. ouais. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est qui le partenaire pour le chauffage? Que des bonnes questions de cette audience, en fait. Ouais. On a déjà posé de demande ce matin. On va le reposer. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà. Mais je suis bien d'accord. OK. Mark has answered. Alors, pour les vraies questions. C'était une vraie question. Ouais, c'était une vraie question. Ou aussi une question pertinente. Mais bon, voilà, on continue. Qui est responsable pour la création et la mise à jour des formations? Comment assurer qu'elles sont à jour? Chez nous, c'est l'équipe sécurité. La réponse rapide, c'est l'équipe sécurité. Il y a une forme d'éveil. Il y a une plateforme, je pense que c'est open source, on l'appelle CETA. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une plateforme open source de e-learning qu'on a installée. Du coup, il y a du content. C'est l'équipe sécurité qui l'a mis à jour. Moi, par exemple, je m'occupe de la partie développement sécurisé. Comme j'ai un parcours de développeur, j'en contribue. Du coup, c'est open source et on en contribue. On n'est pas nombreux, on est 60 à peu près sur la partie cloud. Du coup, pour l'instant, on va dire, on arrive à avoir quelque chose qui est à jour. On sait le problème de la documentation de manière systématique. Et elle vit, et juste à un moment, elle n'est plus à jour. Du coup, pour l'instant, ça a l'air d'aller. La formation. Après, on a des règles assez strictes. Par exemple, on valide pas la période, on ne donne pas les accès VPN si on n'a pas validé toutes les formations. On fait des tests des phishing automatiques, quasiment tous les 2 semaines. Si on se loupe, on doit refaire toutes les formations. On perd les accès. Ouais. Je peux vous donner des exemples comme ça. On en a pas mal des comme ça. Du coup, ouais, à force de voir les Voilà, formations, ça d'accord. entre. Voilà. C'est quoi un email? Clique oui. Oui, Ah, les formations. ça repart pour 2 jours de Oui, formation. non, mais là, ouais. Là, on est. On n'évoque pas le mot punition, mais Non, moi je la vois pas comme une punition, mais on va dire Ouais. qu'il y a personne qui clique sur des liens chez nous. Ouais, d'accord, très bien, très bien. OK, bon, merci pour cette question. Alors, passons à Jean-Rémy. Vous avez une trame ou une liste un peu récurrente des risques? Dans tous les cas, tu aurais 1 ou 2 exemples de risques qui a donné lieu à une user story? Après, c'est dans l'analyse des risques, on a les risques classiques qui sont prévus. Vous savez comment on gère les risques, c'est soit on l'accepte, soit il y a la mitigation. Il y a le risque, par exemple, du développeur malveillant. Comment on se protège contre un développeur malveillant? C'est quelqu'un qui, c'est arrivé récemment, pas chez nous, mais de manière dans les librairies. Si vous voyez les plus gros CVE aujourd'hui, c'est des développeurs qui ont réussi petit à petit s'incruster dans des librairies, laisser une petite backdoor qui s'est déclenchée 6 mois, 1 an plus tard. Du coup, comment on se protège contre ça? Déjà, les développeurs, ils peuvent jamais, c'est un peu contre le DevOps, ils peuvent jamais arriver et pusher dans la prod et ça arrive dans la prod en 2 secondes. Après, à part le fait qu'il y a du peer review obligatoire, on ne peut pas s'auto-merge. Il y a tous les tests et tous les checks et on a quelqu'un de produit qui va valider. Donc il y a tout un tas des gestes comme ça, une procédure, on va appeler ça, pour s'assurer que sur le risque de développeur malveillant, par exemple. Oui, voilà. Ben, tout est une question de profil de risque, Ouais, finalement. Si le profil de risque, c'est voilà, un développeur malveillant, il faut protéger contre ça. Si le risque, c'est voilà, il y a un castor qui va bouffer en ligne téléphonique, voilà. Comme voilà. chez moi au Canada, ça arrive. Ça peut arriver. Et c'est des choses qu'on les fait dans les analyses des risques. On pense même qu'est-ce qui peut arriver quand on perd tous les data centers d'un coup. Très peu de chances que ça arrive. Du coup, on va dire statistiquement, voilà, c'est quoi les chances que ça arrive. Mais c'est des choses sur lesquelles on est obligé de réfléchir et on réfléchit vraiment dès le début du projet. On prend sur un produit le pass, c'est une offre régionale. Du coup, elle est déployée au moins sur trois availability zones, sur les 3, en tout cas chez nous. Les 3. Ouais. Voilà. On se pose la question, voilà, comment ça se passe si on en perd 1, si on en perd 2, et on en discute. Très bien. Au sujet des AZ, en fait, combien d'AZ différentes sont proposées dans l'offre Cloud Temple et où sont-elles situées? Donc, j'imagine que c'est 3 et France. 3 et France autour d'Île-de-France. Si vous allez sur le site, je ne vais pas les citer là, mais normalement, c'est à peu près partout dans le France, sur les grands
les grands hébergeurs des data centers. D'accord. Alors, c'est les hébergeurs de data centers, c'est pas des data C'est pas nos centers data propres. centers physiques, non. D'accord. Non. Très bien, très bien. Bah, c'est bon à spécifier. C'est excellente question. Oui, Et voilà. après, pour avoir connu un tout petit peu dans ma carrière, ce que c'est avoir un data center, c'est pas le truc le plus évident à gérer. Pas du tout. Pour tout simplement poser la question au VH. À force d'automatiser les activités, est-ce que l'on ne va pas augmenter le risque de perte de connaissances avec le temps? Très bonne question. Probablement oui. Probablement oui. À force d'automatiser, c'est comme partout, hein. Si on automatise trop, quand on est dans des excès, moi j'y crois pas, hein. L'automatisation pour moi, ça peut pas être vu comme un excès. J'imagine qu'à un moment, si tout est automatisé, il y aura des contrôles, il y aura des points qui ont été automatisés, la connaissance qui a été perdue. On a un portail qui suit un peu, qui donne les pointeurs à telle exigence, elle est répondue par telle preuve, tel automate ou tel script, tel CI/CD. Donc on a des pointeurs comme ça. Est-ce que si ça continue comme ça, est-ce qu'il y a un niveau? En tout cas, pour SignalCloud, on y arrive. Pour les 1000 exigences, on y arrive. Est-ce que demain, s'il y a quelque chose qui est beaucoup plus costaud que ça, est-ce que la tête des quelques 5-6 personnes seront dire bah, ça, on l'a fait avec tel automate, tel. C'est un peu ça les risques que je vois. Excellent. OK. Bon, merci d'avoir pris le temps pour Merci à vous. discuter et merci d'être venu finalement. Bah, c'est avec plaisir. Une Voilà. prochaine fois. Merci. On se verra la prochaine fois. D'ici un an. Voilà. Super. Excellent. Merci.